Bonjour. J'espère que tout le monde va bien. Bienvenue aujourd'hui. Alors je me mets un petit peu derrière tout le monde. Je suis un petit peu caché. Il y en a un qui écoute, c'est vous? C'est ça. J'espère que vous écouterez jusqu'à la fin. Alors ce serait parfait. Bienvenue pour cette conférence aujourd'hui sur la grande collecte du sport. Alors comme vous le savez, effectivement, à l'occasion des Jeux Olympiques, notamment de Paris 2024, les archives de France ont mis en place une grande collecte des archives du sport. Alors destinée notamment plutôt aux fédérations, aux clubs, aussi aux groupes de supporters et autres, qui a pour objectif, bien entendu, alors soit de numériser notamment de la documentation pour qu'on ait des traces finalement de toutes ces archives sportives, et puis également, si possible, d'agrémenter les fonds, notamment des archives départementales de la Meuse, de toute cette documentation sportive. Alors, du côté meusien, c'est essentiellement les archives départementales et également aussi certains services d'archives municipaux qui ont répondu à cette grande collecte des archives du sport. Comme vous le savez, sur le territoire, on a aussi des clubs un petit peu emblématiques. Je pense notamment au club de rugby de Verdun, dont on parlera peut-être un petit peu plus tard, qui a fêté son centenaire il y a déjà 2 ans. Et puis si vous avez peut-être suivi un petit peu l'actualité récente, on a aussi eu une mauvaise nouvelle en début de semaine. Il y a notamment le Sporting Club de Commercy qui a connu des petits soucis puisqu'il y a eu un incendie en fait et leurs équipements ont été détruits, les vestiaires et puis bien entendu aussi les archives notamment. Donc c'est aussi pour ça l'occasion de discuter un petit peu de cette prévoyance autour des archives du sport. Faire l'histoire d'un sport ou faire l'histoire d'une pratique sportive, c'est aussi s'intéresser évidemment aux évolutions, alors qu'elles soient de tout ordre, qu'elles soient techniques, qu'elles soient technologiques. C'est aussi bien entendu l'évolution des infrastructures. Et puis c'est aussi constater qu'on voit le sport un petit peu différemment. On peut par exemple penser aussi très globalement au sport féminin qui est un peu plus mis en avant ces dernières années, ces dernières décennies. Vous savez, le Tour de France féminin est passé notamment à Bar-le-Duc l'an dernier. Et puis, alors je ne sais pas si moi je vois pas du tout avec le soleil, mais notamment l'affiche pour la grande collecte du sport dans le département qui reprend effectivement aussi devant le théâtre des Bleus de Bar, une manifestation sportive qui s'appelait les Landis, que certains ont dû connaître, les Landis. Voilà. Alors les plus jeunes connaissent un peu, ouais. Les jeunes connaissent un petit peu moins a priori. Ça s'est fait effectivement, ça s'est bien remis en place en tous les cas après-guerre et donc ça fait partie aussi de ces pratiques sportives dans le département qui sont intéressantes. Donc c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui sur cette conférence pour parler du devenir des archives du sport, qui sont parfois méconnues ou délaissées. Et donc c'est ce qui fait partie notamment de nos objectifs aujourd'hui, c'est de parler bien évidemment, d'essayer de montrer un petit peu l'intérêt de conserver ces archives sportives, notamment aux archives départementales de la Meuse. C'est montrer aussi pourquoi les laisser aux archives départementales de la Meuse et non pas les laisser dans d'autres emplacements. Bon, on a un peu aussi une idée des problématiques que ça peut poser, notamment pour le Sporting Club par exemple de Commercy. C'est aussi vous aiguiller peut-être sur la documentation qu'il faudrait conserver pour ces clubs-là, ces fédérations. Et puis, c'est inciter effectivement à prendre ce patrimoine un petit peu en main, savoir quoi conserver, qu'est-ce qu'on en fait, etc., etc. Et donc aujourd'hui, on en arrive au propos du jour. Nous avons quelques intervenants pour vous donner un petit peu une expertise et un ressenti sur toutes ces archives, notamment du sport, et tous les travaux qui ont été faits autour. Alors en premier lieu, je vais commencer, je ne vais pas être très galant, je vais terminer par Madame Charpentier à la fin. Nous avons l'occasion et la chance d'avoir Monsieur Michel Pedon qui est avec nous aujourd'hui. Donc, Monsieur Pedon qui travaille notamment à Connaissance de la Meuse, tout le monde connaît bien Connaissance de la Meuse ici, et puis qui a surtout en fait qui travaillait
pour la direction de la Poste en 1992 à l'occasion des Jeux Olympiques d'Albertville et qui nous racontera notamment son expérience puisqu'il a, il a aussi organisé tout le suivi de la flamme olympique. Nous avons aussi la chance d'avoir monsieur Michel Parizeau qui est avec nous, donc, qui est historien amateur du territoire meusien et qui a notamment participé à la rédaction de l'ouvrage sur le centenaire du rugby club de Verdun. Et puis Madame Charpentier, qui est là aussi, Alix Charpentier, qui est directrice des archives départementales de la Meuse, qui vous donnera aussi son expertise sur toutes ces questions-là. Je vais commencer alors peut-être par vous poser une petite question. Alors ce sera pour Madame Charpentier. Est-ce que je fais passer le... Non, vous avez déjà un micro, très bien. Pour vous demander, déjà si vous souhaitez peut-être vous représenter, n'hésitez pas, un petit peu mieux que je ne l'ai fait. Et puis peut-être nous expliquer tout simplement qu'est-ce qu'un service d'archives et à quoi ça sert. Je vais faire concurrence avec la guitare. Un petit peu de musique. Ouais. Donc oui, je suis la directrice des archives départementales de la Meuse, qui sont un service du conseil départemental de la Meuse, en charge de la collecte, de la conservation, de la communication et de la valorisation des archives, du patrimoine archivistique meusien, donc des sources qui permettent de faire l'histoire du territoire. Alors souvent... Quand on parle d'archives, les gens ne savent pas exactement faire la différence entre un service d'archives et une bibliothèque. Donc j'aime bien refaire un peu la distinction. Les bibliothèques, elles ont pour mission de conserver des documents qui, dès l'origine, ont été conçus pour être diffusés, pour être publiés largement ou non, mais qui avaient cette vocation-là. Alors que les archives, ce sont vraiment des sources primaires, des documents qui, eux, n'ont pas nécessairement vocation au départ à être diffusés. Ils ont été produits dans le cadre, ce sont des documents administratifs, des documents financiers, des documents juridiques ou notariés, qui peuvent être assez frustres en apparence. Souvent, il n'y a pas d'esthétique particulière dans ces documents-là. Mais par contre, les informations qu'ils vont contenir, ce sont des informations qui ont été collectées dans le cadre de la gestion, donc qui sont fiables et qui n'ont pas été retravaillées dans une optique particulière. Donc ça, c'est la différence. Enfin, dans les services d'archives, on va collecter ce type de documents. Et c'est la grande différence entre les bibliothèques et les archives. Et puis la vocation des archives, c'est qu'une fois qu'on conserve des documents, c'est de les conserver ad vitam aeternam. Le plus vieux document qu'on conserve aux archives départementales de la Meuse, c'est un document de 943, du Xe siècle. Et l'objectif, c'est de le conserver encore pendant plusieurs siècles. Et puis le document le plus récent qu'on va conserver, c'est un document qui a été versé par le département de la Meuse. C'est un document électronique qui a été versé hier. Donc pour vous dire qu'on a un panel de documents, de supports qui sont pris en charge au sein des archives départementales. Et on collecte en premier lieu des documents d'archives publiques, donc des documents qui sont produits par des services administratifs, que ce soit la préfecture, les services de l'État dans le département, le conseil départemental, les communes, les établissements publics. Mais ça va nous permettre d'avoir une grande vision de tous les domaines d'activité en Meuse, que ce soit les routes, le domaine social, le domaine de l'éducation, le domaine de la culture, du sport. Et pour compléter ces sources d'archives publiques, on va faire de la collecte d'archives privées pour avoir aussi la vision des personnes, des familles, des entreprises, des syndicats, des associations qui sont sur ce territoire et qui font aussi ce territoire. Du coup, plus spécifiquement, pourquoi avoir lancé cette grande collecte du sport ? Alors, la réponse courte, c'est pour faire l'histoire du sport. Alors pourquoi faire l'histoire du sport ? Quand je suis arrivée par le parking exposant, tout à l'heure j'ai vu un stand où c'était marqué l'agriculture, un sport complet. Ça, c'est la grande caractéristique des sociétés industrielles et post-industrielles, c'est le développement du sport, parce qu'avant, on n'en avait pas besoin. Effectivement, l'agriculture, c'est un sport complet.
Donc pour faire l'histoire de nos sociétés, enfin des sociétés industrielles et post-industrielles, il faut aussi faire l'histoire du sport, l'histoire des disciplines sportives, l'histoire des sportifs, l'histoire des organisations sportives, l'histoire des infrastructures, des techniques, des technologies utilisées, et puis voir l'impact que ça a sur la société du point de vue économique, du point de vue culturel, du point de vue sociétal. Enfin, il y a toutes les approches sociologiques sont intéressantes. Et du coup, c'est pour ça qu'on a besoin de collecter les sources primaires, donc les archives, pas seulement les ouvrages ou la presse, pour pouvoir, sur le long terme, faire cette histoire-là. Alors, si on va un tout petit peu plus dans les détails, quel type d'archives recherchez-vous le plus dans cette grande collecte du sport? Est-ce qu'il est essentiel de conserver notamment Alors, on va justement être intéressé par, je vous disais tout à l'heure, les documents qui nous intéressent, ce ne sont pas forcément les beaux documents, ça va être des documents administratifs, des documents financiers. Et donc, c'est les documents qui sont produits vraiment dans le cadre de la vie des associations sportives, des clubs, des sportifs. Et donc, ça va être les statuts des associations sportives, ça va être les procès-verbaux d'assemblée générale, des bureaux, les comptes rendus des réunions, les listes des adhérents, l'organisation des tournois, des galas, des différents événements qui font la vie d'un club sportif. Donc on va aller vouloir rechercher ce type de dossier-là pour pouvoir vraiment faire l'histoire des clubs, des associations. Et après, au niveau des individus, c'est aussi ce qui va faire l'histoire d'un sportif et les documents qui vont être importants dans la vie d'un sportif. Alors ça me permet d'enchaîner effectivement, puisque les archives départementales ont récemment reçu les archives historiques du club de rugby de Verdun, comme on l'a un petit peu esquissé en introduction. Je propose à Monsieur Parisot, s'il le souhaite, peut-être de se représenter et de présenter un petit peu ce club centenaire, avant que je ne pose peut-être ma première question. Me présenter, donc Michel Parisot, je suis un amateur d'histoire locale, en dehors d'événements, en dehors des guerres. Moi, je m'intéresse à la ville de Verdun, dans des domaines particuliers, et le rugby, entre autres, puisque j'ai été membre du SAV, joueur, avec des amis, Daniel Vanier, par exemple. Bon, un nom que vous devez avoir en mémoire. D'ailleurs, la deuxième salle sur cet endroit d'exposition, c'est la salle Michel Vanier. Christian Billotte, qui a sévi aussi dans ce club-là et dans d'autres associations. Donc, le club de rugby de Verdun m'a sollicité un jour pour me demander si je voulais les aider à préparer le centenaire du club, sachant qu'ils avaient eu la connaissance de mes disponibilités pour aller fouiller dans les greniers, rencontrer d'anciens joueurs, fouiller dans des archives. Donc ce que j'ai accepté volontiers. Donc j'ai passé un peu plus de 2 ans à récolter des archives. Bon, on aura certainement le plaisir de détailler la façon dont j'ai pu travailler. Voilà pour en préambule. Bon, dans mes propos, j'ai l'habitude de dire ce que je pense. Je trouve que cette grande collecte est bienvenue, malheureusement, largement trop tard, beaucoup trop tard. Des archives ont disparu, on aura l'occasion d'en parler, il en existe et au milieu du sport ou dans le monde associatif, elles sont éparpillées de partout parce que ça n'a jamais été organisé. Oui, je vais souvent au niveau des archives départementales, par exemple, je sais qu'il y a des versements qui sont obligatoires.
hein, des archives publiques par exemple. Bien, je pense que si l'organisation évolue, il va falloir rendre les versements d'archives associatives ou sportives obligatoires également. Ça l'a été en partie au niveau des statuts. Vous parliez des statuts tout à l'heure. Il faut savoir que moi j'ai connu les assemblées générales où régulièrement, à l'issue de l'assemblée générale, il fallait faire un compte-rendu à la préfecture et rendre son cahier d'assemblée générale et de réunion de bureau, etc., etc. Est-ce que ça se fait encore? Je ne suis pas certain. Bon, je parle beaucoup, hein, mais... On est tous passionnés, donc forcément on reste un petit peu plus longtemps, même si on est un peu contraint par le temps. Oui, oh bah bon, moi j'ai toute la vie devant moi. Hein. Vous avez bien raison. Juste par rapport à ce que M. Parisot disait, en fait, il y a toujours des obligations, effectivement, de déposer auprès de la préfecture pour les associations des documents. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que au niveau de ce qui est collecté par les archives départementales au niveau de la préfecture, on ne peut pas systématiquement tout conserver, parce que c'est vrai des associations sportives, mais c'est vrai de tout type d'associations. Donc on est obligé de faire de la sélection, un échantillonnage, et donc on ne peut pas compter uniquement sur ces archives-là pour pouvoir faire l'histoire de clubs sportifs, parce qu'il y a un échantillonnage. Tout à fait. Et alors, peut-être pour vous poser une question quant à ce que vous avez donné aux archives, qu'est-ce que vous avez fait pour pouvoir finalement donner vos archives? Qui a été votre interlocuteur? Quel suivi y a-t-il eu des archives, pour parler un petit peu plus pragmatiquement, fondamentalement, de cette donation aux archives? Eh bien, finalement, ça a été Ça fonctionne, oui. Ouais. C'est parce que, bon, je m'y prends mal. En fait, c'est la rédaction de cet ouvrage dont vous avez eu connaissance qui a permis de lancer la démarche de la transmission donc, des archives que nous avions pu au niveau du club. J'étais pas seul hein, là-dessus. Hein, qui nous a permis donc de transmettre bien volontiers et avec beaucoup de plaisir au service donc, des archives départementales. Il n'était pas question que ces archives restent entre les mains d'un zigoto comme moi, où elles risquaient de disparaître, ou d'être éparpillées comme plein d'autres archives ont disparu. Je reviens un petit peu en arrière. C'est le patrimoine. Hein. Notre histoire, c'est notre passé. Donc c'est... et en particulier le monde associatif et sportif. Hein, je vous garantis que si le monde associatif et sportif s'arrêtait ses activités un seul week-end, la France ne fonctionne plus. Bon, puis on pourra avoir d'autres débats là-dessus. Donc, j'ai été contacté par la personne qui a précédé Alix Charpentier pour savoir ce qu'on comptait faire de ces fameuses archives. Donc on s'est rencontrés au téléphone simplement, puisqu'elle n'est pas restée très longtemps donc, au niveau des archives départementales, mais tout de suite avec le président, on a dit bien sûr que ces archives-là doivent être conservées. Alors on a un petit peu hésité, parce que nous avons la chance à Verdun d'avoir un service de conservation d'histoire qui s'appelle la bibliothèque d'études de l'agglomération du Grand Verdun, qui possède aussi des trésors et à laquelle je me suis adressé en premier, sachant que bon, ces archives verdunoises, donc elles se situent à Verdun, mais bon, on s'est vite orienté vers les archives départementales. Monsieur Alix Charpentier m'a contacté rapidement et on s'est rencontrés donc chez moi parce que voilà, les documents, les dossiers, ils sont chez moi et on a échangé tout de suite sur donc le dépôt de ces archives-là.
Et du coup, Madame Charpentier, peut-être nous expliquer quand on souhaite faire un don aux archives départementales, vers qui doit-on se tourner et quelles sont les démarches à entreprendre ? Alors oui, on a aux archives départementales. Alors déjà, on peut s'adresser tout simplement aux archives départementales en les contactant par messagerie archives@meuse.fr en nous téléphonant, et puis on vous réorientera vers Clément Milot qui est sur ma droite, là, votre gauche à vous, qui est donc notre nouveau collègue en poste depuis le 1er septembre, qui est en charge de la collecte des archives privées et plus particulièrement donc de la collecte des archives du sport. Donc c'est lui l'interlocuteur pour justement définir ce que vous souhaitez faire. Si vous souhaitez donner vos archives, c'est ce qu'on privilégie, parce que juridiquement, pour la conservation sur le long terme de ces documents, c'est beaucoup plus simple et ça permettra de les valoriser beaucoup mieux. Il y a aussi la possibilité de faire un dépôt. C'est le choix qu'a fait le SAV Rugby Verdun. Ça pose d'autres questions sur le long terme pour la valorisation des documents. Et puis, il y a ceux qui décident de conserver les documents originaux et qui vont uniquement confier des documents numériques. Donc ça, c'est aussi une possibilité pour ceux qui ne veulent vraiment pas se départir des documents. Nous, on encourage de confier les documents originaux si on veut s'assurer qu'ils seront accessibles au plus grand nombre sur le long terme. C'est les confier à un service d'archives, c'est ce qui est recommandé. Alors c'est vrai que nous, en tant qu'archivistes, on est un petit peu plus sur ces questions techniques, mais est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer concrètement ce qui a été fait sur la donation du club de rugby de Verdun, une fois que ces archives ont été déposées dans les locaux Alors, on est en train de les classer, en fait. Donc, on a rencontré M. Parizeau en début d'année. Et puis, on a commencé le classement des documents qu'il nous a confiés. Alors, la particularité, c'est que c'était à la fois des documents papier et un grand nombre de fichiers électroniques, puisque la collecte qui a été faite dans le cadre de l'ouvrage, enfin du centenaire du SAV Rugby Verdun, c'était beaucoup aussi de collecte d'archives électroniques. Donc pour nous, c'était une première, ce traitement-là. Donc on est en train de faire en ce moment le classement de ce fonds qui est hybride, papier et électronique. Et on va faire l'inventaire de ces archives pour pouvoir faire un inventaire, un instrument de recherche qu'on mettra en ligne sur le site internet des archives départementales et puis en salle de lecture pour faire connaître ces archives et afin que le plus grand nombre sache qu'elles sont là et qu'elles peuvent être consultées en salle de lecture des archives départementales. On va aussi, comme je disais, qu'il y avait des fichiers numériques, donc on va pouvoir les lier lorsqu'ils sont librement diffusables à l'instrument de recherche qu'on mettra en ligne. Donc il y aura des documents qui seront aussi consultables sur le site internet assez rapidement. Et à l'exemple du travail qu'on a fait sur le centenaire de la Première Guerre mondiale, on aura une rubrique sur notre site internet dédiée à la grande collecte des archives du sport, ce qui permettra à ceux qui voudront connaître les documents qu'on conserve sur le sport en Meuse d'aller sur le site internet des archives départementales. Et effectivement, donc faire l'histoire des clubs sportifs meusiens, c'est une chose, mais on a aussi parfois des événements, on a un petit peu parlé tout à l'heure, qui se déroulent sur notre territoire. Et notamment en 1992, il y a eu le passage de la flamme olympique. Alors je propose à Monsieur Pedon, s'il vous plaît, de vous représenter un petit peu, de nous dire un petit peu le rôle que vous aviez à ce moment-là. Et puis bien sûr, si vous avez peut-être des anecdotes ou des choses à nous raconter quant à l'organisation de cet événement, n'hésitez pas non plus à nous les faire connaître. Oui, c'est vrai que le passage de la flamme olympique en Meuse, c'était un grand événement. Ce samedi 4 janvier 1992, environ de 8h du matin à 15h l'après-midi, vraiment tous les Meusiens qui le pouvaient étaient là sur la route, dans les villages, dans les villes, partout. Tout le monde était joyeux, applaudissait. C'était vraiment une grande fête.
Alors en ce qui me concerne, je m'appelle donc Michel Pedon et à l'époque j'étais directeur de la communication à la direction de la Poste de la Meuse. Et comme vous le savez, la Poste était partenaire du parcours de la Flamme olympique. Et à ce titre, eh bien, on m'avait confié l'organisation du parcours de la Flamme dans la traversée du département. Alors, j'avais contacté un certain nombre de services et de personnes, la préfecture, le conseil général, qui s'appelait conseil général, effectivement, à ce moment-là, les mairies, les maires des communes traversées, les associations aussi, sportives et non sportives. Enfin, tout ce monde-là travaillait dans le même sens, tout le monde tirait dans le même sens. C'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. D'ailleurs, tous les acteurs et tous les personnes qui ont assisté au passage de la flamme, à mon avis, c'est un souvenir qui ne faiblira pas et qui sera éternel. Donc l'organisation, eh bien, nous étions chargés donc, de recruter des porteurs de la flamme olympique, des jeunes entre 15 et 20 ans. Nous avons eu plusieurs centaines de candidatures. Je crois me souvenir qu'on a eu environ 600 candidatures, mais bon, c'est un souvenir qui est déjà un peu lointain, mais plusieurs centaines, c'est sûr. Et il nous fallait 35 porteurs. Donc vous voyez un petit peu. Alors nous avons procédé à un tirage au sort, je me souviens de la date, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. C'était le vendredi 21 juin 1991 et les 35 porteurs ont été tirés à ce moment-là. Donc j'étais très, très content. Bien entendu, il y a eu beaucoup de mécontents par rapport à la population qui espérait. Et puis, ces porteurs étaient accompagnés par des escorteurs. Ces escorteurs, c'était des sportifs postiers. Donc, un porteur parcourait 1 km et un escorteur 5 km. Donc, vous voyez qu'un escorteur, eh bien, il avait 5 porteurs qui se succédaient. Donc, voilà les porteurs. Alors maintenant, en ce qui concerne le parcours, je continue. Oui, allez-y, continuez un petit peu. Le parcours se situait entre Les Ilettes et Saint-Jean-les-Buzy. Donc, en passant par Clermont-en-Argonne, Verdun et Tain. Et nous, le département de la Meuse, nous avions l'organisation entre Les Ilettes et la sortie de Verdun, sur la route d'Étain. Parce qu'après, c'était les Meurthe-et-Mosellans et les Vosgiens qui, eux, ne voyaient pas passer la flamme olympique, qui étaient chargés de l'organisation. Alors voilà, donc, porteur, escorteur, parcours. Alors maintenant, vous dire que tout le long de ce parcours, il y a eu une joie, une effervescence incommensurable. Arrivé aux Ilettes, par exemple, il y avait une arche qui avait été fabriquée, qui avait été conçue devant le bureau de poste. On mettait bien entendu en évidence les bureaux de poste, puisque la poste était partenaire. Et il y avait une distribution de pâtisseries et de petits-déj pour tous les membres de la caravane, parce qu'il y avait de nombreux véhicules qui accompagnaient la flamme olympique. Et ce qu'il faut savoir, c'est que nous avions aussi la garde républicaine. Pourquoi la garde républicaine ? Eh bien parce que la flamme olympique bénéficie d'une sécurité comparable à celle d'un chef d'État étranger. Donc c'est comme si on accompagnait un chef d'État étranger. Donc vous voyez, la garde républicaine était présente et vraiment c'était exceptionnel. Alors à Verdun, là nous avons eu aussi quelques arrêts, notamment au futur Centre mondial de la paix, où là, il y a eu les personnalités qui se sont exprimées. Je me souviens du maire de Verdun, du président du conseil général, Rémi Herman, à l'époque. Et donc, là, nous avions marqué une petite pause. Et la flamme olympique est repartie, encadrée par une haie d'honneur de sportifs verdunois. Et puis après, il y a eu la descente du monument à la victoire. Alors là, également une haie d'honneur avec les sportifs verdunois qui portaient des mini-flammes olympiques. Et c'était exceptionnel. C'était au mois de janvier. Le ciel était assez bas et toutes ces petites flammes, c'était quelque chose de vraiment prenant.
Et puis après, on s'est arrêté devant le bureau de poste quai de Londres, où là, il y a eu quelques animations au cours du Carpodium de la Poste. Et enfin, le convoi s'est acheminé vers la route d'Étain, où là, à la sortie près du garage Renault, nous avons transmis le flambeau aux collègues meurthe-et-mosellans et vosgiens. Alors, voilà un petit peu l'organisation telle qu'elle s'est présentée, mais je vous dirais, il y avait vraiment les associations qui étaient toutes parties prenantes. Et alors, j'ai deux petites anecdotes, probablement inconnues du grand public, c'est-à-dire qu'à l'arrivée aux Ilettes, venant de Sainte-Ménéhould, nos amis marnais s'étaient trompés de parcours. Ils avaient pris le chemin du terrain de foot aux Ilettes. Donc là, il y a eu un petit retard qui a été pris pour rétablir la situation. Et deuxième petite anecdote, alors qui est encore plus méconnue, celle-ci, les combinaisons blanches. Bonjour. Les combinaisons blanches des porteurs et des escorteurs étaient stockées dans un entrepôt, je ne sais plus si c'est dans le Nord ou le Pas-de-Calais, enfin les Hauts-de-France maintenant, et cet entrepôt a brûlé. Et c'était quelques jours avant le passage de la flamme en Meuse. Donc il fallait réagir promptement pour pouvoir obtenir d'autres combinaisons. Et là, nous avons pu en avoir un nombre suffisant. Je me suis rendu, toute séance tenante, à Laon. C'est pas la porte à côté. Et là, nous avons pu assurer ce que nous souhaitions faire. Mais je ne dirai jamais le grand moment que nous avons vécu pendant ces quelques heures. C'était vraiment extraordinaire, exceptionnel. Il n'y a pas de mots vraiment pour le dire. Merci pour cette expérience. Alors, je vous repose peut-être une dernière question. Est-ce que vous comptez peut-être laisser... Alors, vous avez fait des recherches, notamment sur cet événement. Est-ce que vous comptez laisser vos travaux aux archives? Et est-ce que vous aviez aussi, à l'époque, eu l'idée déjà de travailler sur ces sujets-là, ou ça n'est venu que plus tardivement? Bien entendu que je compte laisser le résultat de mes recherches aux archives. Bien entendu, je suis moi-même, je ne suis pas historien, je suis passionné d'histoire, et en particulier de l'histoire du département. Je suis guide à l'office de tourisme à Bar-le-Duc, et je suis amené souvent à faire des recherches aux archives départementales. Donc oui, je compte faire cette démarche. Et puis la question, c'était quoi? Alors il y a une dimension forte aussi de la collecte des archives du sport, c'est la possibilité de recueillir des archives orales. Et je pense qu'on a ici deux interlocuteurs, et puis dans l'Assemblée aussi, de personnes qui peuvent témoigner d'événements comme le passage de la flamme, mais d'autres événements sportifs sur le territoire. Et ce sera intéressant aussi, au cours de l'année à venir, de pouvoir susciter ces témoignages oraux pour justement, parce qu'il y a les archives, les sources primaires, et puis il y a le ressenti des personnes aussi qui l'ont vécu, et ça c'est intéressant aussi de garder ces témoignages-là. Donc ça fera l'objet d'une collecte aussi d'archives orales. Tout à fait, merci. Alors on s'entend pas trop, il y a un petit peu de musique, ça fait partie de l'ensemble de l'événement. C'est les joies aussi de Verdun Expo. Je vois qu'on est un peu contraint par le temps. Alors je regarde un petit peu, peut-être passer sur quelques questions. Oui, Alex Charpentier, peut-être pour nous permettre d'y voir un tout petit peu plus clair sur les fonds d'archives du sport. Est-ce que vous pourriez nous dire ce qu'on conserve aux archives départementales de la Meuse? Est-ce que les fonds sont importants, parcellaires, et qu'est-ce qu'on conserve? Alors, je le disais tout à l'heure, on conserve surtout des archives publiques qui nous ont été versées dans le cadre de versement de services publics, et très peu d'archives privées. Et c'est pour ça que c'est important pour nous de lancer aujourd'hui cette grande collecte des archives du sport. C'est vraiment un appel qu'on fait auprès des dirigeants de clubs sportifs, de sportifs, de nous confier leurs archives, parce qu'autrement, toute cette dimension, toute la vie sportive du département, on ne la connaît qu'à travers des documents administratifs publics.
les subventions qui peuvent être versées, les autorisations d'organisation d'événements ou d'autorisation de clubs. Il y a une autre dimension et celle-ci on la trouve vraiment dans les archives des clubs. Donc c'est pour ça on lance cette grande collecte des archives du sport et qu'on fait cet appel. Peut-être une question à Monsieur Parizeau. Est-ce que vous pouvez nous dire, au terme de vos recherches, quels sont les acteurs qui conservent un petit peu le plus cette documentation sportive? Et est-ce qu'il y a un intérêt à la conservation ou justement c'est quelque chose qu'il faut peut-être travailler un petit peu Au cours des recherches, j'ai rencontré un certain nombre de personnes puisque j'ai collecté aussi des interviews et de la mémoire orale, si vous voulez. Nous avons en Lorraine la chance d'avoir deux journaux, au moins deux journaux, et c'est au travers des journaux et des comptes rendus sportifs que nous trouvons le plus d'informations générales qui ne sont pas toujours d'accès facile. Heureusement que les archives départementales sont là. Par expérience, des archives de l'Est républicain ne sont pas accessibles à l'Est républicain. Ces archives-là sont disponibles et accessibles au niveau des archives départementales. Bon, c'est vrai dans d'autres régions. J'ai essayé de rencontrer des clubs que nous avions rencontrés au cours des différents championnats. Ces clubs-là n'ont pas d'archives. C'est dingue. C'est dingue, même des clubs de niveau national. Et puis, aussi, il y a des journaux comme un journal spécialisé qui s'appelle Midi Olympique, mais qui ont des archives accessibles très difficilement. Les portes d'entrée sont, difficiles d'accès. Mais, localement, je me suis quand même... j'ai passé plus de 2 ans à la relecture de tous les journaux depuis la création du club, c'est-à-dire 1921. J'ai tourné quelques pages, je vous garantis que... Voilà, mais bon. Heureusement qu'il y avait les archives départementales et des accès pas toujours... Alors, des accès pas toujours simples non plus parce que il y a de la numérisation et il n'y a pas toujours les documents faciles d'accès. Le chemin informatique... Ça y est, la numérisation de la presse est achevée. Bon, mais à mes yeux, elle s'arrête un peu trop tôt. Elle s'arrête un peu trop tôt. Il faut que la barrière des 100 ans ou des 70 ans saute. Parce que voilà. Le droit d'auteur. Oui, bon, d'accord, je veux bien. Mais donc voilà, les fonds d'archives, ils sont malheureusement au niveau du sport comme du monde associatif accessibles uniquement par des réseaux entre guillemets sociaux, mais les réseaux personnels, pas les réseaux sociaux publics, on va dire. Au contraire, ils desservent. Donc voilà. C'est les réseaux de connaissances des uns et des autres. Le petit poussé qui sème des cailloux et qui va se balader à droite à gauche pour retrouver un bout de papier qui traîne. Des fois, un bout d'enveloppe, des informations sur un coin de nappe. Mais bon, ce sont des archives. Voilà. Très bien. Oui, alors peut-être proposer une question un peu similaire à Monsieur Pedon, alors notamment en termes concernant votre rôle à connaissance de la Meuse. Est-ce que vous avez en tête peut-être des sujets notamment éditoriaux qui ont été faits sur le sport local, bien évidemment? Et bon, j'imagine que vous avez peut-être fait un petit peu le même constat, que ce sont beaucoup les journaux qui renseignent, ou peut-être avez-vous d'autres indications? Oui, connaissance de la Meuse, tout le monde connaît cette association dynamique qui organise des spectacles comme les Flammes à la Lumière par exemple, ou récemment au Château Tillon-Mois, la journée Renaissance,
C'était quelque chose de vraiment très bien, très intéressant. Et prochainement, il y aura des conférences sur l'histoire de la Meuse. Histoire de la Meuse, donc, avec plusieurs historiens, plusieurs intervenants. Donc, Connaissance de la Meuse, effectivement, moi je suis rédacteur en chef adjoint de la revue, une revue donc trimestrielle de qualité où les articles sont vraiment triés sur le volet et quelques articles, bien sûr, relatent des événements sportifs. Je pense notamment à un article, ça me vient comme ça à l'esprit, un article qui a été rédigé en 2019, me semble-t-il, et qui parle de la première course cycliste à Bar-le-Duc. C'était à la fin du 19e siècle, dans les années 1870. Vous aviez des vélos et des vélocipèdes qui circulaient dans le boulevard de La Rochelle, qui faisaient un circuit dans le boulevard de La Rochelle, aller-retour. C'était quelque chose de très intéressant. Maintenant, je pense encore à un autre article où Verdun a eu un champion de France. C'était le championnat de France de tir 10 mètres à la carabine, par des enfants de 12 ou 14 ans, je ne sais plus. Et un certain Sobinet a réussi une performance puisqu'il a été classé premier au niveau national, donc avec 79 points sur 100. Donc voilà quelques articles. Il y en a eu d'autres, hein, mais je vous cite ceux qui me viennent à l'esprit. Mais effectivement, vous savez, Connaissance de la Meuse s'intéresse à toutes les activités culturelles et sportives et autres du département. Et nous sommes toujours amenés à sélectionner des articles sur les différentes activités qui peuvent se produire dans le département. Oui. Effectivement, on voit un petit peu les difficultés que c'est de faire l'histoire notamment d'un club. Alors je reviens peut-être plutôt là pour poser une question à Monsieur Parisot. Oui. Vous avez forcément été confronté, j'imagine, à plusieurs soucis pour la rédaction de l'ouvrage sur le centenaire du rugby club de Verdun. Et il faut s'imaginer que pendant 100 ans, il y a différents dirigeants, il y a différents lieux de stockage pour les archives. Est-ce que vous pouvez peut-être nous raconter un petit peu cette difficulté que vous avez eue ? Eh bien, ma principale difficulté, c'est de retrouver des archives, que ce soit des documents écrits, que ce soit des photos ou éventuellement des films. Ça, on n'en a pas retrouvé. Et puis, des gens qui promettent, qui ont des archives, qui promettent de les communiquer, puis qui laissent passer le temps, et on édite l'ouvrage, et puis on découvre des archives après avoir édité l'ouvrage, donc il est trop tard. Mais c'était du temps, beaucoup de temps, des difficultés, pas vraiment, parce que nous avions une équipe intéressante, un petit groupe de travail pour fouiller les archives papier déjà, et puis des membres du club qui ont œuvré pour la recherche de sponsors, parce qu'un ouvrage comme celui qu'on a fait, il faut le financer. Réfléchir à la mise en page aussi, c'est pas facile d'écrire, de mettre en page un ouvrage comme celui-là, de trouver le bon format. Je peux dire que quand j'ai découvert les premiers exemplaires des maquettes, j'étais très agréablement surpris de voir cette qualité. Alors, la chance d'avoir quand même un président au niveau du club qui est dans le métier de la photographie et donc qui a pu, autour de lui, avoir des compétences pour la mise en page et la rédaction de cet ouvrage-là. Bon, il a fallu passer beaucoup de temps à la relecture aussi. Et puis, il y a eu des petits points, pas toujours des petits points de désaccord, parce que chacun a son avis à donner. Par exemple, des coupures de mots, des coupures de phrases, de paragraphes, etc., etc. Donc, on a passé plein de temps, mais moi, j'ai passé des nuits pour que cet ouvrage-là soit réalisé. Mais bon, j'ai eu le temps, je suis retraité, j'ai que ça à faire.
Donc voilà. Très bien, bah merci. Effectivement, on voit les difficultés auxquelles sont confrontés les historiens, même locaux, quand on fait l'histoire d'un club ou d'un événement en particulier. Et alors, il ne faut pas parfois toujours attendre d'être retraité pour prendre en main toutes ces choses-là, puisqu'on le voit, il peut y avoir aussi des soucis, malheureusement, dans l'histoire quotidienne. Peut-être avant de clôturer un petit peu cette conférence, poser une dernière question à Madame Charpentier, si elle souhaite nous donner des informations supplémentaires, ou peut-être inciter davantage, notamment je pense aux clubs et aux fédérations, à prendre en main ce patrimoine, puisque fondamentalement ils sont aussi acteurs, n'étant pas archivistes, ils sont aussi acteurs de ce futur patrimoine, et comment les inciter à notamment déposer leurs archives aux archives départementales. Je pense que voilà, on a eu le témoignage de Monsieur Parisot pour faire l'histoire d'un club centenaire comme le SAV Rugby Verdun, qui a tout au long de son histoire régulièrement fêté ses anniversaires et qui pourtant, au bout de 100 ans, se retrouve avec très peu d'archives. Il a fallu lancer une collecte pour pouvoir faire cet ouvrage-là. C'est quand même une belle leçon de se dire que même un club qui a le souci de son histoire, au bout de 100 ans, a très peu de choses. On a redonné l'exemple de disparition d'archives d'un club centenaire aussi meusien très récent. Donc c'est à appeler les dirigeants de club, les sportifs à se mobiliser sur cette question, à prendre conscience que le patrimoine, enfin l'histoire de leur club ne peut exister que si ils prennent soin de ces archives. Et donc le meilleur endroit pour les conserver, c'est quand même de les confier à un service d'archives constitué, comme les archives départementales ou des services d'archives municipales à Commercy, à Verdun, à Saint-Miel, à Stenay et Bar-le-Duc maintenant. Donc on peut qu'encourager à ça. La grande collecte, elle est en cours. On va continuer à faire des événements dans le cadre de cette grande collecte pendant toute cette année où on va préparer les Jeux Olympiques de 2024. On va profiter de l'Olympiade culturelle pour s'inscrire dans les événements culturels et sportifs. Donc on a fait des flyers où vous allez retrouver, peut-être que vous pouvez les montrer, Félicien, l'autre flyer aussi. Vous allez retrouver les coordonnées des archives départementales si vous souhaitez prendre contact avec nous. Et puis, on est à votre disposition pour voir les modalités de dons, dépôts ou numérisation si jamais vraiment vous souhaitiez conserver les documents pour confier au moins des copies électroniques aux archives départementales. Mais c'est un enjeu fort parce que le sport, comme vous le disiez, les associations sportives, elles ont une grande place dans la vie des Meusiens. La Meuse, c'est une terre de sport, donc faire l'histoire du sport en Meuse, c'est important. Merci. Donc oui, n'hésitez pas à parler. Je termine une petite phrase et je vous laisse applaudir si vous le souhaitez. N'hésitez pas à en parler autour de vous, on l'a vu, parce qu'effectivement, c'est beaucoup, dans notre territoire aussi, le fait de parler à chacun, de faire de la publicité, parce que c'est un peu méconnu. Là, c'est l'occasion, effectivement, pour les archives du sport, dans le cadre des Jeux Olympiques qui arrivent, donc on en parle un petit peu plus, mais c'est des choses qui sont un petit peu méconnues, donc n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et puis donnez vos archives si vous le souhaitez aux archives départementales. Prenez contact avec les différents services d'archives municipales ou départementales. Et puis la même chose, si vous souhaitez même conserver vos archives, vous pouvez les faire numériser. N'oubliez pas non plus, pour qu'on ait aussi une trace de tout ça et qu'on ne perde pas ce patrimoine qui commence un petit peu à être pris en main, mais qui a été très longtemps délaissé. Merci. Et merci à nos intervenants. Monsieur Pedon, Monsieur Parisot, merci, et Madame Charpentier, merci beaucoup. Et bien sûr, s'il y a des petites questions, n'hésitez pas avant qu'on termine. Je pense que ça doit être bon. Des déserteurs. Merci. Oui, allez-y. Si je peux ajouter encore, mais si je vais m'arrêter quand même. Moi, je pense qu'il faut que vous puissiez contacter vos flyers, etc., les documents que vous éditez, il faut les envoyer à tous les clubs, aux associations. Il faut convoquer la presse, pourquoi pas faire une conférence de presse, parce qu'il y a un patrimoine énorme, mais c'est l'histoire, notre histoire. Hein, le sport et les archives, quelles qu'elles soient,
hein. Quand on fouille dans des archives personnelles, on fait des découvertes exceptionnelles, mais il faut le faire savoir, et puis il faut aller à la pêche, et là, c'est la pêche au gros, hein. Voilà. Merci. Et pensez aussi, il y a les objets, ça nous concerne un petit peu moins, mais la conservation des objets liés au sport aussi peut être intéressante. Merci beaucoup.